Coucou. Coucou, ça va ou quoi? Ouais, ça va, ça va. Bonsoir à tous. Ouais. Salut, salut. Ça va, tu m'entends bien? Moi je t'entends bien et toi? Ouais, nickel. Parfait. D'accord, cool, cool. Impeccable. Oh, mais il y a du monde. Bon. Ouais, oh, vite fait je trouve pour un... Oh, remarque on est vendredi soir, ça dépend, tu sais, les gens ils vont en soirée. Ah ouais, c'est ça. Ça doit être ça. Voilà. Donc ce soir le thème c'est réa néonate et smurf pédiatrique. Mais du coup Marine, je vais te laisser te présenter un petit peu ton parcours, voilà tout ça. Ok, bah c'est parti. Alors du coup, moi c'est Marine, j'ai 29 ans. Alors du coup, j'ai eu mon diplôme infirmier en 2014. Donc pendant les années à l'IFSI, j'ai fait plusieurs stages, hein, comme tout le monde. Mais du coup, j'ai vraiment axé mes stages sur l'urgence, le secourisme, la réa, ce qui fait que j'ai fait un stage. Ouais, j'ai fait 2 stages en réa néonate, un stage en SMUR et un stage aux urgences. Donc du coup, ils m'ont tous énormément plu comme stage, mais bon, j'avais forcément, j'ai eu un coup de cœur pour la néonate et le SMUR. Ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit, dans tous les cas, SMUR, il faut de l'expérience. Hein, tout le monde m'a dit, non, il faut de l'expérience, il faut faire ton temps, tout ça. D'abord, vraiment prendre le temps d'acquérir des compétences avant. Donc, je me suis dirigée vers la réa néonate. Et en plus, c'était mon stage pré-pro. Donc, j'ai fait réa néonate directement après le diplôme. Et j'y ai bossé donc 6 mois déjà dans la réa néonate de Pontoise. Et en fait, après, je suis partie tout de suite à l'école de puéricultrice. Donc, je suis aussi spécialisée en puériculture, voilà. Et j'ai fait mon école dans le sud de Paris. Donc, une spécialité qui dure pendant 1 an et j'ai été diplômée après, donc en 2015, puéricultrice. Et tout de suite après, j'ai été rappelée par le service de réa néonate de Pontoise et j'ai tout de suite fait, du coup, voilà, le service. Mm. Ok, ok. Donc là, on va parler réa néonate, après on Ouais, parlera sur pédiatrique. ouais. Mm. Du coup, bah, bon, on a compris pourquoi tu prenais la réa néonate. Ouais, Ok, c'est ton truc. ouais. Du coup, quels soins tu rencontres en réa néonate? C'est quoi les soins quotidiens que tu as d'habitude? D'accord. Alors en fait, ça va être très varié parce qu'il y a la réanimation, on va dire la grosse réanimation, et la néonate simple entre guillemets, même si c'est pas aussi simple. Donc ce qui fait que ça peut aller des soins simples entre guillemets de nursing avec des changes de couches, des accompagnements à l'allaitement, donner des biberons, des alimentations entérales. Donc ça va être vraiment des soins plus de nursing et d'alimentation, et alimentaire. Mhm. Et plus on se dirige vers la réanimation et où là, c'est des soins qui sont plutôt techniques, où on va avoir des prélèvements sanguins, que ce soit en veineux ou parfois aussi en artériel. On va avoir des poses de sonde gastrique, on va assister les médecins sur les poses de cathés centraux. Voilà, ça c'est assez divers et varié en tout cas. Nous, au quotidien, ce qu'on fait, ça va être des bilans, des changes de couches, des aspirations nasales, des aspirations trachéales. Donc, et puis, c'est vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de surveillance, la néonate. Ça va être vraiment des enfants, de toute façon, qui sont scopés, hein, comme la réanimation adulte, mais où, du coup, il faut être vigilant tout le temps où on prend son service. Et bon, c'est des enfants qui sont scopés et qui font énormément d'événements, entre guillemets, comme des bradycardies assez régulières, donc où il faut être tout le temps présent. Donc après, en termes de soins, on va aussi avoir des injections sous-cute, IM. On va avoir, il y aura des ponctions lombaires qui sont faites par les médecins, mais où on doit les assister aussi. Après, tout ce qui est intubation, donc ça va être les médecins, mais nous, on va être là pour surveiller et agir sur tout ce qui concerne l'enfant et son tube. Donc voilà, ça va être ça. Et aussi, alors depuis maintenant 2 ans, quand il y a une naissance d'un enfant préma ou même normal, enfin à terme, je veux dire, on est amené à aller avec le médecin en salle de naissance pour réanimer les enfants avec le médecin. Donc là aussi, c'est toute une prise en charge. Voilà. Waouh!
Il y a plein de choses. Ok, bon, il y a du taf, il y a du taf. Ouais, il y a du taf. Mais du coup, c'est quoi les pathologies que tu rencontres le plus souvent en réanéonate? Alors, pour les pathologies que tu vas rencontrer, en fait, il y a les enfants prématurés. Donc, du coup, plus ils seront prématurés, plus il y a des risques, entre guillemets, et donc des pathologies qu'on va devoir connaître. Donc, ça va être la maladie des membranes myalines, donc MMH, pour certains qui, peut-être qui savent ce que c'est. C'est quand on injecte du Curosurf, du coup. Donc, c'est ce produit de surfactant qui est produit, en fait, très tard dans la grossesse. Bah, les petits, quand ils naissent, les tout petits et les prématurés ne l'ont pas, donc on doit les intuber et injecter donc ce Curosurf. Donc, par exemple, ça va être la MMH. Ça va être l'ictère aussi, hein, qui est aussi connu chez les bébés à terme, donc ça c'est assez courant. Ça va être l'entérocolite aussi, qui peut être vraiment très dangereuse pour les prémas. Donc là, c'est vraiment lié à l'intestin en fait qui est fragile, et du coup la moindre bactérie, la moindre chose peut affecter tous les intestins, et donc là ça peut être aussi très grave. On a toute la surveillance de façon au niveau respiratoire en fait. En gros, pour résumer, l'enfant prématuré, bah, il est immature. Il a tous les organes, il a tout ce qu'il faut, mais il n'y a rien qui fonctionne tout seul. Donc nous, on va pallier à tout ce manque en fait. Donc l'enfant préma, il respire pas tout seul, donc on va avoir des ventilations en fonction de comment il se débrouille. Il va pas savoir manger tout seul, donc du coup, il aura une sonde gastrique plus un cathé central. Voilà. Il va pas savoir, voilà, plein de choses. Donc ça va être principalement, oui, MMH, entéro. Alors il y a aussi le canal artériel. Le canal artériel, c'est un vaisseau qui est ouvert pendant la vie intra-utérine au niveau du cœur. Et en fait, au moment où l'enfant naît, normalement, ce canal, il est censé se refermer. Et pour les prématurés, il se referme pas toujours. On appelle la persistance du canal artériel. Donc du coup, c'est des enfants qui font des bradycardies, qui font des apnées aussi. Donc voilà, c'est beaucoup de surveillance, et c'est très complet parce qu'on touche à tous les organes du prémat. Après, sur les enfants qui vont être à terme, on va avoir les bronchiolites en période hivernale, donc ça va commencer à arriver. Mhm. Et nous, on est vraiment sur de la néonate, donc ça va être des enfants qui ont moins d'un mois de vie normalement. Pour les tout D'accord. petits, voilà. Donc après, pour les plus grands, ça va. Je suis moins spécialisée, ça sera plus les réas pédiatriques, je pense qu'ils pourront en parler, ou même les urgences pédiatriques. Et après, on va avoir aussi pour les bébés, du coup, les bébés à terme, on va avoir malheureusement quand les accouchements se passent mal et qu'il y a une souffrance du cerveau parce qu'il a manqué d'oxygène au moment de la naissance, où là, du coup, on, on les réanime et puis on fait ce qu'on appelle un protocole d'hypothermie pour préserver le cerveau, et ensuite analyser et voir ce qu'il en est. Voilà. Tu m'as pété toute ma trame. Tu sais que j'avais prévu de te parler de l'hypothermie, j'avais prévu. Ah bah, Ok, je peux ok. développer, hein, t'inquiète, je peux Non, développer. mais par contre, non, mais il n'y a pas de galère. Mais du coup, vous avez des protocoles sur chaque pathologie? C'est toujours la même façon de prendre en charge l'enfant, ou Alors, c'est aléatoire d'un pédiatre à l'autre? non, alors il y a quand même des trames, il y a quand même une trame globale. Maintenant, les pédiatres, ils ont un peu leur petite préférence à chaque fois, et oui, on s'adapte en fonction du pédiatre. Maintenant, en réanimation, donc à Pontoise, le médecin de réanimation, il fait vraiment toute la semaine en réanimation. Donc du lundi au dimanche, c'est lui qui donne un peu le fil conducteur de la prise en charge de l'enfant, même si tous les matins, ils ont un staff. C'est lui quand même qui va faire les prescriptions et qui va décider. Donc après, dans tous les cas, c'est comme il y a le staff, ils en parlent toujours tous ensemble, ils prennent les décisions ensemble, et ça, il n'y a pas vraiment de divergence énorme, voilà. Mais oui, il y a quand même voilà, le protocole hypothermie, on sait pourquoi, dans quel cas on le met et combien de temps on le met, donc il y a quand même des choses qui sont régulières, et où il n'y a pas vraiment de surprise pour nous en tout cas. Ouais. Ok. Mais justement, tu peux nous parler un petit peu du protocole hypothermie, parce que ça parle pas à grand monde en fait. Ouais. Pourquoi on met un enfant en hypothermie? Alors, en fait, au moment de la naissance ou même voire avant, parfois, ce qu'il arrive, c'est que l'enfant n'ait plus d'oxygène.
Donc c'est ce qu'on appelle une anoxie ou une anoxo-ischémie, où en fait le cerveau souffre et en gros voilà les cellules cérébrales se détruisent et du coup pour en gros éviter que les cellules qui sont je vais vraiment imager, c'est pas Oui, vas-y, vas-y. médical, mais voilà, il y a certaines cellules qui meurent et pour éviter que les autres se disent ah bah nous on meurt donc du coup les autres meurent donc nous aussi on va mourir. En gros, on met les enfants en hypothermie au moment de la naissance. Donc ça va être des bébés qui vont être hypotoniques à la naissance, qui vont être aréactifs, où il n'y aura pas de succion, pas de réflexe du tout, ou en tout cas très peu. Et on va aussi examiner, on va faire un gaz du sang et on va examiner les lactates qui sont donc, de toute façon voilà, quand les lactates augmentent, on sait qu'il y a une souffrance cérébrale et aussi le pH. Et avec tous ces éléments à la fois cliniques et à la fois biologiques, on dit bon bah allez on fait un protocole hypothermie. Et donc ça c'est un enfant donc qu'on installe sur ce qu'on appelle une table et donc on le met dans une espèce de combinaison qui est remplie d'eau et on demande à ce que l'enfant soit mis à 33,5 degrés donc en température centrale et ça pendant 72 heures. Donc en fait, il est relié à une sonde rectale et qui est reliée à une machine. Cette combinaison aussi est reliée à la machine et en gros ça va maintenir la température de l'enfant à 33,5 degrés en centrale. Et au bout de 72 heures, donc on réchauffe l'enfant progressivement et voilà. Donc en gros, pendant cette période-là, on va faire des électroencéphalogrammes pour quand même analyser aussi l'activité électrique du cerveau. On en fait un avant l'hypothermie, pendant l'hypothermie et après l'hypothermie. Et on finit par une IRM du coup pour voir ce qu'il en est en fait pour l'enfant. Donc c'est des 3 jours très lourds parce que c'est un enfant qui est quand même mis au froid, donc pour pas qu'il ait mal à cause du froid, nous on les sédate, donc on les intube. Ils ont un cathé veineux ombilical, et ça aussi, du coup, sur les petits prémas et les enfants à terme, on leur met un cathé VO. Et donc, en fait, on pallie vraiment à tout parce que du coup, ils peuvent pas respirer tout seuls. On les nourrit exclusivement en parentéral. C'est des enfants qui... c'est une prise en charge assez lourde pendant 3 jours. D'accord. Ouais. Et D'accord, d'accord. c'est compliqué. Ouais, mais j'imagine bien. Mais du coup, tu vois, il y a tellement de trucs à parler sur la réa néonate que on va falloir qu'on se revoie. Oui. Ben non, mais parce que en fait, on va arriver déjà pratiquement à 15 minutes du live Ouais. et il faut qu'on attaque le sueur pédiatrique. Ouais. Mais je vois qu'il y a plein de questions en plus, mais à chaque fois c'est une galère. Ouais. Il y a plein de gens qui parlent pour les stages, pour les. Toi, tes stages, tu les as tous choisis. Enfin, ça se passe comment en fait quand tu es à l'IFSI? Alors en fait, moi, les stages à l'époque, alors je sais plus si c'est toujours d'actualité, mais on avait 4 stages obligatoires, donc médecine, lieu de vie, psy et SSR. SSR, soins de longue durée ou je sais pas quoi. Et en fait, moi, en première année, on m'a déjà fait faire le stage de médecine et qui était en MPU et ensuite le stage de psy. Donc du coup derrière ça a été un peu compliqué. Je me suis dit plus jamais je les laisse me choisir mes stages. Je veux vraiment être être celle qui va être motrice en fait de ma formation. Donc derrière je me dis allez je vais me débarrasser. Désolée vraiment pour celles qui travaillent en maison de retraite tout ça parce que vraiment je respecte. C'est vraiment pas mon truc mais je vous respecte vraiment, mais je me suis dit, je vais me débarrasser du lieu de vie et du SSR. Et en fait, je me suis dit, bah, je veux. Ah, petit bug. Tu m'entends? Ça a bugué, je crois. Ouais, ça a coupé. D'accord. Donc, tu prenais pas l'EHPAD et le SSR. Ouais, Et donc en donc, fait, en gros, j'ai dit lieu de vie, je vais faire ça à domicile. Donc j'ai fait ça en libéral. Et le SSR, je suis allée en dialyse. Donc j'ai pris quand même des trucs un peu techniques. Et ensuite, sur la 3e année, entre guillemets, c'est là où je me suis un peu fait plaisir et où j'ai vraiment cherché à créer mon cheminement professionnel. Et là, j'ai fait réa néonate,
urgence, SMUR, et ensuite réanéonat pour mon pré-pro. Et donc, c'est que des stages que j'ai demandé. Sauf pour la première année, mais sinon, tout le reste, c'est des stages que j'ai demandé. Donc, j'ai fait des lettres, des CV. Je suis allée vraiment chercher les cadres, voilà, pour pouvoir avoir les stages. Donc, donc, sur ta deuxième et troisième année, tu as Oui. choisi tes stages Ouais, en fonction de ce que tu voulais faire plus tard. exactement. Ouais. Mm, Ok, mm, ok. mm. Du coup, on va attaquer le SMUR pédiatrique. Ouais. Ah bah oui. Donc, la question, Ouais. elle a été posée où je travaille. Bah, je travaille avec Marine en SMUR pédiatrique, entre autres, à Pontoise. Mm. Du coup, c'est assez compliqué pour moi de te poser des questions sur le SMUR pédiatrique parce que Pas j'ai trop. déjà les réponses. Mhm. Mais on va faire comme si je connaissais pas du tout. Ok. Et déjà, ma première question logique, c'est quoi la différence entre travailler dans un service de réanéonat et travailler dans un SMUR pédiatrique? Est-ce que le travail est différent? Alors, pas vraiment au final pour moi parce que je retrouve exactement entre guillemets les surveillances que je dois avoir, que ce soit pendant un transport ou dans mon service. Purement en tout cas sur les secondaires où donc on récupère un enfant, on l'installe dans un incubateur, on fait le transport et on l'emmène dans un autre service. Ça va être vraiment c'est différent parce que ouais, on connaît pas l'histoire de l'enfant, on connaît pas sa famille, on connaît pas tout ça, mais en termes de gestes techniques et de surveillance, non. Alors après, c'est vrai que au début, je me sentais moins, on va dire, en confiance avec un enfant instable dans le camion et dans un incubateur, dans un camion que dans mon service. Dans mon service, j'ai toute mon équipe derrière, j'ai 3-4 médecins, donc si l'enfant aussi il se dégrade malheureusement, bah j'ai du monde derrière, je peux aller chercher du matos un peu partout. Là, c'est vrai que les enfants qui sont pas très stables en transport, ça peut me mettre en difficulté parce que du coup moi je connais je connais entre guillemets quand on est bien, on est à l'aise quoi. Là c'est le fait d'être en dehors d'un hôpital et d'avoir à gérer cet enfant avec l'ambulancier, le médecin et juste moi avec l'incubateur et le matos que j'ai à disposition. Maintenant les surveillances sont les mêmes et les réflexes je les ai largement. Donc oui, ça m'a pas mis en difficulté, ça, par contre. Mm. Ok. Et le fait de t'occuper, en fait, parce qu'en SMUR pédiatrique, t'as qu'un seul patient, mais je suppose qu'en réanéonat, t'as plusieurs enfants qui te sont attribués. Le Ouais. fait d'en avoir qu'un seul en SMUR pédiatrique, c'est quand même un avantage, ça, non? Ah oui, ça c'est sûr que c'est un avantage. En réa, dans le service, je peux en avoir deux, voire trois. Mhm. Alors pas trois réa normalement, mais deux réa à un soin intensif. Et oui, en fonction de ce que l'enfant a comme pathologie, je peux courir toute la journée entre guillemets. Alors qu'en SMUR pédiatrique, j'ai un enfant à charge et voilà, les transmissions, on transmet un seul enfant. Je sais exactement ce qu'il a, ce que je dois surveiller et quand je le dépose, j'ai juste des transmissions de cet enfant-là. Et en plus, il y a même pas de transmission écrite en SMUR pédiatrique, donc ça c'est voilà, c'est aussi un bonheur quoi. Mais bon, Ah, non mais les transmissions orales en 2 minutes. Oui. oui voilà, c'est Ouais. Bon, après, des fois, ils sont un peu. Des fois, bon, t'as un gros dossier, ça dépend. Il arrive que parfois, ce soit un peu plus compliqué. oui. Du coup, je vais te poser à peu près les mêmes questions, juste pour voir s'il y a une vraie différence entre les deux services. Oui, Les pathologies que tu rencontres oui, en SMUR pédiatrique, oui. est-ce que c'est similaire à ce que tu rencontres en réanéonat ou c'est un peu plus Euh, spécialisé? je vais avouer quand même que, bah, toi, tu le sais, mon expérience en SMUR pédiatrique est assez courte, étant donné que ça fait quand même pas longtemps que j'y suis. Moi, pour l'instant, j'ai fait en SMUR PED, j'ai fait surtout des secondaires avec rapprochement domicile. Donc, c'est des enfants qui allaient pas bien initialement et que on rapproche du domicile. Donc, c'est qu'ils vont mieux aujourd'hui. Donc les pathologies, ça va être surtout des enfants qui ont peut-être éventuellement une petite ventilation, une aide ventilatoire assez minime, comme des lunettes au petit flot, si certains savent ce que c'est, avec juste une sonde gastrique voilà, ou ce genre de choses. Donc là-dessus, ça va être les pathologies de base, comme je disais, donc une aide pour l'alimentation, une aide pour la ventilation, et puis voilà. Alors c'est vrai que j'ai quand même j'ai été amenée à faire à aller sur un accouchement à domicile.
d'une naissance par siège et où du coup l'accouchement a été compliqué et l'enfant a été quand même mis en hypothermie par la suite. Donc là, oui, j'ai eu pas mal de choses à faire, mais voilà, ça a été. Ah, c'était toi qui étais sur le siège, ok. Je savais pas que c'était toi. Ah non, celui-là, c'en est un autre. Mais Ah, ok. moi, j'en ai fait un avant et donc du coup, voilà, ça a été. Pour moi, c'était une entrée entre guillemets, une naissance habituelle, mais assez, on va dire, à domicile et à faire dans un incu dans un camion. Donc oui, c'est plus dans l'ordre de la logistique en fait, où il faut que j'arrive à m'adapter, plus que dans les pathologies, parce qu'au final, c'est les mêmes. C'est les mêmes. D'accord. J'ai fait peut-être un ou deux primaires. Oui, j'ai pas eu de chance entre guillemets et la famille et l'enfant encore moins, mais voilà. La majorité du temps, moi, ça a été des secondaires, donc ça rejoignait exactement ce que je fais en néonat. Bah, de toute façon, pour résumer, effectivement, on va faire 95% de secondaire, hein, donc Oui, du voilà. transport interhospitalier. C'est vrai que quand on va en plus à domicile, souvent on est annulé, enfin souvent. Ouais. On a cette chance que finalement c'est pas si grave que ça et tant mieux pour tout le monde. Et puis les rares fois où on se retrouve en primaire où c'est grave, bah, ça nous rappelle que c'est du préhospitalier. Et on a aussi ce petit avantage, parce que les gens ils connaissent pas tout le fonctionnement de Pontoise. On fait on fait même plus du SMUR adulte que du SMUR pédiatrique dans nos roulements. Et du coup, on est quand même amené à travailler en préhospitalier. Et en plus, toi encore plus, puisque Oui, tu es aussi infirmière sapeur-pompier. effectivement. Et Oui. ça, non, mais Ouais, ouais. c'est un plus. Je veux dire que pour le préhospitalier, mine de rien, les gens ils se disent ah tiens, elle a commencé les sport pédiatriques, elle est en réanimation, et en fait finalement tu as quand même je dirais l'expérience du terrain, même si c'est pas en pédiatrie, Oui. tu l'as en plus général et c'est un plus quand même, non? Ah bah, c'est vraiment un plus. D'ailleurs, c'est aussi donc bah, avant de me présenter, de vraiment relancer ma candidature au niveau du SMUR, je me suis engagée justement avec les sapeurs-pompiers en tant qu'infirmière pour aussi entre guillemets me faire de l'expérience en préhospitalier parce que je voulais savoir si je me sentais capable de le faire. Mm. Et effectivement, au bout de 2 ans, je me dis bon bah c'est le moment, je me sens, je me lance et j'y vais quoi. J'y vais à fond. Je fais CV, lettre de motive et là oui, ça m'a beaucoup aidé, ça m'aide encore aujourd'hui. Et puis j'en suis très contente. Et voilà, les deux sont différents parce qu'on n'a pas les mêmes missions, mais on travaille ensemble sur le terrain et ça se passe très bien. Et je connais bien mon rôle de chaque côté, mais et les deux, au final, se rejoignent quand même beaucoup, quoi. Même si c'est pas les mêmes. D'accord. Mm. Justement, on va parler un peu, admettons que je sois élève infirmier Mhm. et que justement je voudrais postuler dans une réapède. Comment, en fait, comment je peux mettre toutes les chances de mon côté? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse, selon toi? Alors déjà, oui, il n'y a pas besoin d'être puéricultrice pour pouvoir intégrer un service de néonat. C'est un plus. Voilà, faut être clair, ça, c'est un plus puisque tout ce qu'on apprend à l'école de puère, c'est vraiment justement la prématurité, le développement psychomoteur de l'enfant. Donc ça sera forcément un plus. Maintenant, vous n'êtes pas obligé d'être puéricultrice pour y travailler. Par contre, il faut vraiment avoir une curiosité intellectuelle et donc du coup faire des recherches sur l'enfant et sur la prématurité. Sinon, oui, on est complètement perdu puisqu'à l'IFSI et pendant les études d'infirmière, il n'y a rien du tout sur l'enfant ou pas grand-chose. Et par contre, c'est sûr, rien sur la prématurité. Donc, il va falloir avoir cette curiosité intellectuelle et aller rechercher justement ces pathologies et voilà et tout le reste et les traitements qui sont vraiment spécifiques pour pouvoir comprendre ce que vous faites. Après, ça va être vraiment de la rigueur. C'est des, bon, alors comme pour tout service, il faut être rigoureux, mais là, oui, on va avoir des calculs de doses pédiatriques, donc avec des doubles dilutions, parfois des plus que ça. Et donc, il va falloir être rigoureux sur les calculs de doses, sur notre propre hygiène, l'asepsie. Il faut savoir que les enfants préma aussi, ils sont très vulnérables et donc la moindre chose, ça peut partir sur une infection. Donc là-dessus, oui, il va falloir être rigoureux sur l'hygiène, savoir s'organiser et anticiper en fait. Voilà, dès que un enfant, ça va être beaucoup de surveillance
Parfois, ça va être un enfant qui va très bien et 3 heures après, vous le trouvez hypotonique, il va pas bien. Bah, tout de suite, on doit réagir et anticiper et en 3 heures de temps, un préma peut se dégrader et ça peut lui être fatal. Donc, ça va être vraiment anticiper aussi les moindres choses. Travail en équipe, alors c'est assez ambivalent parce que auprès d'un enfant prématuré, on est seul à travailler. C'est-à-dire qu'on n'a pas ce binôme aide-soignant infirmier, en tout cas à Pontoise. On est seul auprès de l'enfant, mais quand il y a besoin, il faut par contre avoir conscience que on est une équipe et on travaille ensemble parce que du coup, oui, on a besoin les unes des autres, sinon on n'y arriverait pas dans le service. Voilà. D'accord. Ouais, c'est ça. Et alors, justement, la particularité entre la prise en charge de l'adulte et de l'enfant, du coup, il doit y avoir quand même une sacrée différence. On peut pas dire. Est-ce qu'on peut dire qu'un enfant est en fait un adulte en miniature ou c'est vraiment pas du tout le même système? Je parle même que ce soit pour les réa ou pour des trucs un peu techniques, on va dire. Ouais, ouais. Alors, intéressant parce que du coup, je vais me servir de mon expérience de l'année dernière pendant la première vague du Covid, où les équipes en réadulte étaient en galère, hein, comme toutes, et en fait, on m'a demandé d'aller bosser en réadulte. Et j'ai dit oui, parce que j'avais envie de les aider et que pour le coup, nous, en réanéonat, c'était très très calme. Il n'y avait pas beaucoup de préma. Et donc, je me dis, je vais pas rester là, je vais aller les aider. Et je me suis débrouillée comme je pouvais, mais certainement parce que c'était aussi la crise et que ils étaient contents d'avoir ne serait-ce que des bras pour faire les soins. Donc je me suis débrouillée et ça a été, mais ça a été quand même compliqué parce que c'est pas les mêmes pathologies, c'est pas les mêmes soins. Moi, je passe des bébés de 600 grammes à des patients qui parfois faisaient plus de 100 kilos. Donc, donc forcément, les mobilisations sont pas les mêmes. C'est protocolisé aussi de manière différente chez l'adulte. Oui, les pathologies, voilà. Donc après, on va dire, c'est plus simple pour moi de passer du pédiatrique à l'adulte sur les calculs de dose entre guillemets, puisque ça reste quand même plus simplifié, mais ça reste quand même, pour moi, la réadulte, c'est un service spécialisé et où il y a besoin d'être doublé pour faire du bon travail. Voilà, un petit enfant n'a pas les mêmes pathologies et n'a pas les mêmes attentes qu'un patient adulte, même si certains soins se rejoignent quand même. C'est un peu fou, D'accord. j'ai dit, désolé, mais voilà. Non, 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 mais on comprend l'idée. Hein, c'est pas. En plus, bon, t'as été catapulté en réa quand Ouais, c'était la guerre en même temps. c'est ça, ouais. Mais du coup, je pense qu'ils avaient moins d'exigences et ça est Ouais. passé, quoi. J'ai fait le taf et puis voilà, mais après, en plus, c'était que des Covid, donc c'était aussi simple dans le sens où j'avais pas à me poser la question sur plusieurs pathologies. C'était tous les mêmes patients avec tous les mêmes problèmes. Donc oui. Hmm. Voilà. Ok. Et du coup, c'est quoi les âges que tu prends en SMUR pédiatrique? C'est quoi à peu près les Alors, enfants? en SMUR pédiatrique, c'est de la naissance à 3 ans. Mais il faut prendre aussi en compte comment dire, l'enfant, s'il est très grand, s'il dépasse du brancard, voilà, il faut avoir conscience que il y a des 3 ans, c'est l'équivalent des 5 ans, ou au contraire, certains 5 ans ont la taille d'un enfant de 3 ans. Donc voilà, ça va être aussi surtout son poids, son gabarit, mais c'est normalement de la naissance à 3 ans. D'accord. Ok, ok. Alors, des petites astuces pour des enfants pour un trans. Oh là là. Alors, des petites astuces. Non, mais je vois la Ouais. question. En gros, c'est un équipage d'ambulanciers sur intervention, ambulance privée ou pompier. Mhm. Et devant un enfant grave, ça serait quoi? Qu'est-ce qu'il faut faire pour attendre un SMUR? Et alors, je vais pas te laisser tout de suite en galère sur cette question. Faut savoir que ça peut être déjà vous allez avoir un avis médical d'une régule médicale si on vous envoie un SMUR pédiatrique, vous aurez un SMUR adulte si on n'est pas secteur. Donc ça sera comme un SMUR adulte au départ à attendre. Dans l'idée, ça en termes de délai, je parle. Après, pour les positions d'attente, c'est un peu spécifique. On va pas faire un cours magistral sur l'ensemble. Mhm. Mais si Marine, tu as des petites astuces, on prend. Si Mhm. t'en as pas et que c'est trop généraliste comme question,
on next, il n'y a pas de galère. Bah après, ça va surtout dépendre de l'état de gravité de l'enfant. C'est-à-dire que si c'est un enfant qui, voilà, c'est très très large, hein. Un enfant Oui. qui va être, pareil, si c'est un bébé ou un grand. Alors après, les enfants, j'aurais tendance à dire que pour les rassurer aussi, le mieux, ça reste dans les bras de leur mère, contre leur mère sur le côté, parce que vous pouvez en même temps le surveiller, il est rassuré, et donc en fait. Voilà, ça. Mais après, si vous avez besoin de faire de vraiment surveiller, on va dire, être pointilleux, ça va être, ouais, c'est vraiment très 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 large. Non, mais on est d'accord. C'est trop généraliste. C'est Non, très, mais c'est ça. S'il est en arrêt, tu oui, voilà, procèdes à une RCP. Si, ça. s'il est inconscient, tu le mets en PLS. Si, Voilà. enfin, oui, oui. C'est un, ouais, la question. Mais bon, comme elle était là, j'avais envie de. Il y a pas Oui, vraiment d'astuce. Après, on pourra peut-être faire une vidéo sur effectivement sur les pathologies qu'on peut rencontrer en mhm. primaire. Oui, oui, oui. Bah, par exemple, enfin, ce que nous on rencontre en primaire, c'est-à-dire les brûlés, les inconscients, les enfants qui ont pu avaler un truc et qui sont en diffrespi. Enfin, mais bon, on fera un truc là-dessus. Ouais. C'est Mhm, vrai que là, comme ça, c'est compliqué. mhm. De toute façon, on a dépassé les 30 minutes, Marine. Mais si, voilà, parce qu'on reste quand même sur, il y a beaucoup d'étudiants infirmiers Ouais. qui sont sur la chaîne. Mhm. Admettons que le projet, c'est voilà, je suis infirmier, je débute et j'ai envie de faire de la réanéonate et Ouais. j'ai envie de faire du SMUR pédiatrique. Mhm. L'idée quand même, ton parcours, ça semble quand même être le plus logique. Bah, du coup, oui, parce que on va acquérir les bases et les connaissances dans le service. On va vraiment faire énormément de soins auprès de justement de ces primas et de ces enfants pour ensuite pouvoir être autonome dans un SMUR pédiatrique parce qu'on est seul infirmier, même si on a le médecin et l'ambulancier, on reste seul infirmier en SMUR pédiatrique et donc là, on peut se retrouver en difficulté quand on est seul. Contrairement dans le service où justement on a une équipe derrière, on est plusieurs et on va pouvoir aussi peut-être pouvoir prendre le temps de se poser et de se renseigner sur les types de prise en charge qu'on a, sur ah bah tel enfant, il a tel traitement, je vais prendre le temps d'aller regarder ce que c'est, pourquoi est-ce que je le donne. Donc pour moi c'est vraiment essentiel en tout cas et ouais d'avoir bossé en rénéonate. Après dans le SMUR de Pontoise, les infirmiers n'ont pas bossé en rénéonate, ils s'en sortent très bien et voilà, il y a pas de souci. Mais Ah, mais c'est particulier, Pontoise. C'est très particulier, Pontoise. oui, Mm. mais du coup, moi, ça m'a énormément aidé. Oui, effectivement, j'ai pas eu beaucoup de besoin de temps de doublure pour pouvoir être autonome sur le pédiatrique parce que Mm. j'ai toutes les bases. Je pense que pour moi, ça a été essentiel de passer par la réanéonate, en tout cas. Ok. Mm. Ok, non, parce que en fait, nous, notre schéma de fonctionnement, il est quand même que bah, quand tu es en réanéonate, tu es en réanéonate, quand tu Oui, es au SMUR, tu es au SMUR. oui, Et tu as plein de SMUR pédiatriques où les mecs sont dans le service, enfin l'équipe, enfin du moins pas l'ambulancier, mais l'IDEPUR et le réanéonate. Et du coup, quand il y a un départ, ils c'est partent. clair. Du coup, Ouais. déjà, tout le monde ne se connaît pas, donc c'est pas le même schéma. Toi, en plus, à Pontoise, du coup, quand tu viens faire du pédiatrique, tu es obligé de faire de l'adulte. Oui. Donc en fait, ton schéma, ton parcours, il est quand même clairement, c'était adapté Mm, mm, pour parce que si tu avais fait que du bébé et que tu arrives à Pontoise, tu te retrouves à faire du primaire adulte, mm. ça pique. Ah bah ça Enfin, pique. Oui, si tu n'avais pas fait ISP, enfin, oui. tu vois, c'est Oui, après c'est justement le fait que j'ai fait ISP avant, que je sois allée en réa Covid, enfin en réa l'année dernière, qui a fait que je me suis dit c'est bon là maintenant je me lance. Parce que même si avant je voulais le faire, je me demandais si j'en serais capable. Après j'avais fait aussi des stages urgence et SMUR, donc je savais quand même de quoi je parlais. Mais voilà, j'ai quand même pris le temps de vraiment être sûre de mes bases pour ensuite me lancer là-dedans et me sentir entre guillemets légitime pour pouvoir avoir ce poste. Donc oui, j'ai pris vraiment le temps de me poser dans un service en tout cas et de faire mon expérience à côté. ça marche. Ouais. Ok, ok. Bon, je vois que du coup, il y a beaucoup de monde qui demande quand même des gestes à suivre. Oui. On fera une vidéo, si tu veux, on la fera même ensemble, Marie. Ouais. Le truc, c'est qu'on est obligé de se baser sur les recommandations et pas sur ce qu'on fait forcément avec nos pédiatres sur le terrain.
Oui. Parce que bah, quand on fait un outil de formation, on peut pas se permettre de sortir. Il faut que ce soit les recommandations Mm, mm, mm. vraiment carrées. Bah Parce oui. que sinon, après, ça va partir en sucette. Ouais, ok, je m'engage. On va essayer de trouver ça avec toi. Même ça peut être avec Sandrine Noiro, ça peut Ouais, être avec du monde, avec les gens qui sont, on va dire, qui font du SMUR pédiatrique et qui connaissent bien le sujet. mhm. En plus, c'est pas forcé que tout le monde ait envie de participer, mais je pense que Sandrine, voilà, quand il faut donner de l'info, elle est là. Je lui demanderai d'ailleurs. En tout cas, bah, merci à toi. Mais de rien. Merci d'avoir accordé ce temps. Puis je sais que vous avez tous, vous galérez sur l'exercice de style. Je sais que ça vous fait tous peur le live. À chaque fois, vous avez un peu la pression. En tout cas, merci d'avoir apporté on va dire des bons renseignements. Et je pense qu'on refera un live exprès sur la réa néonate Bah, et un exprès sur le SMUR pédiatrique. ouais, Quitte à ramener peut-être d'autres collègues et tu vois, faire un peu un brainstorming de tout ce qui se passe. On fera une vidéo sur les gestes à apporter, mais que ce soit, on les poussera, on fera un truc secouriste, puis on Mhm. fera un truc comme nous on fait au SMUR, quoi, sur vraiment quand on prend la suite. Comme Bah, ça c'est permettra à tout le monde d'anticiper. vraiment complet. Enfin, c'est vraiment, il y a trop de choses à aborder en fait. C'est ça. Ouais. C'est ça. Et puis alors en primaire, Bah, oui, quand ça voilà, se barre, ça se barre, ouais. Donc c'est il ça. faut, Euh, voilà, faut orienter le truc. Donc ouais, non, c'est clair. ok. Ok, ok. Bah, écoute, hein, Bon. plaisir. Bah, ça marche, hein. Écoute, je sais pas quand est-ce qu'on se voit, mais si on est de garde dans pas longtemps, bah voilà, ce sera Ah, cool. la semaine prochaine, peut-être, lundi, mercredi. Ah bah non, bah moi je suis de garde demain. Voilà, c'est Ah, bah, dit. bon courage, alors bon week-end, on va dire. Et bah merci, et bah écoute, bonne soirée à tout le monde, bonne soirée à toi et Ouais. encore merci. Bonne soirée à tous et merci d'avoir été là. Hein. Ça marche, Bien, merci à toi. salut. Bye. Salut, ciao. Bye.